Nous allons commencer avec le panel du Royaume-Uni et avec l'histoire de Monsieur Robert Bing. Et avant de vous présenter en quelques phrases cette histoire, et puisque c'est la volonté de la CIVS aujourd'hui, donner la parole aux ayants droit, puisque nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Monsieur Frank Bing avec nous. Je vous propose de l'écouter et donc je l'appelle à me rejoindre. C'est un discours en français. Vous pouvez vous asseoir. Non, ça va aller. Bien, écoutez, bonjour à tous ces participants. Je suis très impressionné, très ému et impressionné de me retrouver avec vous dans cette salle où il y a énormément de personnes. Je m'attendais à quelque chose en petit comité. Et puis, voilà, donc je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public. Je suis un petit enseignant à la retraite. J'étais en élémentaire, donc j'ai eu des publics de parents d'élèves, mais bon, pareil. Alors, c'est pas vraiment un discours. Hein. J'ai préparé quelques mots. On m'a demandé d'essayer de restituer un peu comment j'avais vécu ce moment-là, donc j'ai essayé. Donc, ça devrait être assez bref. Je m'appelle Frank Bing, donc Robert Bing était mon grand-oncle, et l'histoire du tableau, la ronde enfantine, ça a été depuis sa confiscation chez mon grand-oncle jusqu'à aujourd'hui. On n'en a pas énormément parlé dans la famille, en fait. À propos de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, j'ai senti une volonté de ma famille d'occulter tout ça, de vouloir tirer un trait sur tout ça. Et je m'y suis intéressé un peu par moi-même. Bon, évidemment, il a fallu que j'apprenne que le tableau... J'avais entendu parler d'un tableau qui avait été spolié. J'ignorais ce que c'était exactement et où il était, et puis bon, j'avais plus vraiment de souvenirs à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que Robert Bing avait pour oncle quelqu'un qui... Alors après, si vous... je suis désolé, je fais un petit peu de digression un peu dans tous les sens, hein, j'ai pas fait quelque chose de très construit. En plus, comme je ne m'y connais pas bien en informatique, j'ai fait un texte qui est en PDF et que je n'ai pas réussi à remettre en ordre. Mais ça, c'est... Voilà. Vous me pardonnerez, j'espère. Voilà, donc à propos de Robert Bing, donc, je me suis intéressé un peu à ses ascendants, lui, à un certain Paul Grunbaum-Balin, qui était son oncle. Et son histoire à lui m'a un peu intéressé aussi. Alors, vous allez me dire, on est un peu loin du tableau, mais je tenais quand même à dire quelques mots sur cet homme, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Il a été prix Nobel de la paix pour son action en faveur de la réconciliation avec l'Allemagne. Et il a été... Alors, qu'est-ce que je suis en train de me planter ?
Non, je vous ai dit une bêtise. Oui, ça, je suis un petit peu pris par l'émotion. C'est pas Paul Grunbaum-Ballin qui a eu le prix Nobel de la paix. Je suis en train de me perdre. Ah oui, donc lui, Paul Grunbaum-Ballin, il était l'oncle de Robert et il a été conseiller de 2 présidents du Conseil successifs qui étaient Aristide Briand et Léon Blum après. Alors c'est Aristide Briand, excusez-moi, qui a été prix Nobel de la paix pour son action en faveur de la réconciliation avec l'Allemagne, et Léon Blum, dont chacun sait quelle a été son action pour le Front populaire. Voilà, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le tableau, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué après quand je me suis intéressé à tout ça. Le tableau, La Ronde enfantine, de Gustave Courbet, qui est actuellement détenu par le musée Fitzwilliam de Cambridge. Il n'est plus visible par le public, bien entendu, depuis la procédure. Bon, on y voit je pense qu'on va le voir peut-être tout à l'heure. Il représente des enfants qui dansent dans un grand bois, avec une grande forêt, avec des grands arbres autour d'eux. Et donc, en 1939, alors je fais un petit peu d'histoire quand même, Robert Bing a quitté son domicile en précipitation avec sa maman pour la mettre à l'abri et ensuite pour rejoindre la résistance à Lyon. Ce départ de chez lui a été rendu possible, ainsi que pour d'autres membres de la famille, ça a été rendu possible grâce à la vente précipitée de plusieurs biens immobiliers, à Paris notamment, qui ont fourni de quoi... pas besoin de faire un dessin pour qu'on comprenne que ça a permis à la famille de s'échapper et d'échapper à la déportation et à la mort. Voilà. Donc en 1941, l'organisme allemand ERR a saisi le tableau grâce aux lois anti-juives du gouvernement de collaboration du maréchal Pétain. L'œuvre a été entreposée au Jeu de Paume, où elle est restée un certain temps. Elle était destinée à un dignitaire allemand, Göring. Mais bon, apparemment, ça ne l'intéressait pas trop, ou sa femme, je ne sais plus. En 1942, Robert Bing a été arrêté par la police de Vichy, puis interné à Lyon. En 1944, il a été libéré et a reçu un peu plus tard la médaille de la Résistance. Il a tenté ensuite de retrouver le tableau, mais en vain. Celui-ci, après, a fait l'objet de plusieurs transactions plus ou moins réglementaires, plus ou moins douteuses, et pour finir par se retrouver entre les mains du musée Fitzwilliam de Cambridge par une donation alors je ne sais plus le nom de la personne qui en a fait don au musée. Et donc il a été retrouvé dans ce musée grâce aux recherches menées par la société Mondex, qui est Mondex, société mandatée par notre famille, et grâce au travail aussi du Spoliation Advisory Panel, qui a collaboré avec Mondex, et qui a effectué un travail très important sans lequel, évidemment, on n'aurait pas pu entamer cette procédure de restitution qui est sur le point d'aboutir. Voilà. Alors, le travail de la Spoliation Advisory Panel a permis de vérifier que le tableau répondait bien aux critères de spoliation d'une œuvre appartenant
à des Juifs et qu'il devait être restitué aux héritiers de Robert Bing, dont je suis. Je ne suis pas le seul, on est deux. J'ai une sœur qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des obligations personnelles. Et puis, il y a, je sais, une autre partie de la famille du côté de l'épouse de Robert qui n'est pas là non plus et avec qui nous n'avons plus de contact. Voilà, une page de notre histoire est en train de se refermer. Il restera le souvenir, la mémoire retrouvée. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant appeler les autres membres du panel du Royaume-Uni, s'il vous plaît. Donc, David Rowland, Neil Spencer et Maître Mélina Wallman, s'il vous plaît. Oui, vous restez. Oui, vous avez qu'à vous mettre là. Oui, venez ici. Vous n'allez pas rester. Alors, nous avons la chance pour... Vous m'entendez? Oui. Nous avons la chance donc pour ce premier panel, celui du Royaume-Uni, d'abord d'avoir commencé avec vous. Merci encore. Et nous avons la chance d'avoir différents intervenants, différents acteurs de cette histoire. Peut-être, je vais commencer par vous présenter Monsieur David Rowland. Donc vous êtes responsable des collections muséales au sein du ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports. Et vous y êtes notamment chargé des spoliations culturelles nazies, des restitutions, des biens patrimoniaux remarquables et des antiquités. Alors peut-être qu'on pourrait commencer avec vous, si vous en êtes d'accord. Vous pourriez nous donner un mot un peu général de contexte de la politique en ce moment, aujourd'hui, avant de revenir plus en détail sur les recherches et sur le cas de ce magnifique tableau de Courbet que vous avez pu apercevoir. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur une perspective un peu générale d'un point de vue politique aujourd'hui au Royaume-Uni? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous et je voudrais remercier Monsieur Bing. Merci. Et je parle seulement un petit peu de français, donc je parle en anglais. So thank you so much. These stories that we hear from Monsieur Bing, that's why we're here. The title of the conference, Recovered Memories. This is the reason we do all this work, the reason we undertake all this work. I'm very pleased and honoured to be here today representing the UK government. First of all, I'd like to thank Madame la Présidente and all the organisers of this conference for all their hard work, and to thank you as the moderator. And to thank the French government for their continued support and commitment to this issue. The following is a very brief summary of the report of the spoliation panel in respect of the painting La Ronde Enfantine by Gustave Courbet. And the claim before us was very well prepared by the Paris office of Pinsent Masons on behalf of
Mondex on behalf of the heirs of Robert Bing. And we had the full cooperation at all times of the Fitzwilliam Museum in Cambridge, where the work was. The German records found at Koblenz were clear that on the 5th of May 1941, the EOR entered the apartment of Robert Bing in Paris and looted, amongst other things, a painting described as Courbet, signed Waldlandschaft, or forest landscape, and giving the dimensions of the painting. And this was the painting that the claimants had located in the Fitzwilliam. We were subsequently satisfied. Their research had been very thorough, and they found a number of references to the painting from the time that Courbet first exhibited it, which pointed on fairly clearly on the balance of appearances to a link with the Grunbaum family, including, fascinatingly, a letter from Courbet to James McNeill Whistler, found in the library of the University of Glasgow, referring to Madame Grunbaum-Berlin. And her daughter, Marguerite Grunbaum, married Pierre Joseph Leo Bing, and Robert Bing was one of their two sons. So the panel identified 4 issues to be determined. The first was whether the painting in the Fitzwilliam is the same painting described as forest landscape seized by the Germans from their flat in 1941, and we were satisfied that it was. Secondly, have the heirs of the owner of the painting at the time of its seizure a valid claim to its restitution or another remedy because the owner was deprived of the object in the circumstances referred to in our terms of reference? And again, that was very straightforward. There was no ambiguity here. It was a straight seizure, so the heirs of the owner were certainly entitled to a remedy under our terms of reference. The third question was more difficult, and that was who was the owner of the painting at the time of the seizure, whose heirs were entitled to claim. And that was not academic, because Madame Grunbaum-Bing had 2 sons. Was it her heirs, which would have widened the field, or was it just the heirs of Robert Bing who were claiming? And at first, we inclined to the older lady being the owner. She had moved into her son's flat in 1939, but fortunately for them, they had fled ahead of the German seizure of Paris and had escaped from the Nazis. Had she given the painting to her son? At first we were inclined to think not, until our German colleagues in the CIVS very helpfully located a claim by Bing in 1948 expressly referring to a painting by Courbet. And that led us to the view that she had given it to him at some point, or given him the right to claim, and therefore his heirs were the right claimants, and in our view were entitled to rest. Alors, je vous présente donc Neil Spencer, qui est à ma droite. Bonjour, vous êtes alors directeur adjoint des collections et des recherches au Fitzwilliam Museum, le musée en question. Et vous avez donc dirigé une partie de ces recherches, puisque vous coordonnez justement toutes les recherches du développement des collections du musée. Alors, est-ce qu'on pourrait, avec vous, revenir à l'histoire de ce tableau et au moment où vous découvrez sa provenance et où vous commencez à faire ces recherches sur la provenance
recherches qui ont été aussi initiées par Mondex, on l'a compris, et on y reviendra ensuite avec vous. Oui, merci Léa, merci Madame la Présidente, merci à tous. Je suis très honoré d'être ici. Et comme David, je vais parler en anglais maintenant. Je suis désolé. I thought it might be useful to start with a bit of context about our museum, because that very much shaped how we went through the procedure with the panel and with the heirs of the Bing family and the Mondex Corporation. So the Fitzwilliam Museum is part of the University of Cambridge. The University of Cambridge, as you probably know, is 800 or 900 years old. The museum was founded in 1816 and has continued to acquire objects since then, and has a big collection of paintings, and all of its objects are owned by the University of Cambridge, which is a charitable entity focused on, as you might imagine, education, learning and research. We have 3 paintings by Gustave Courbet in the collection, and those are 3 of, I think, around 40 that are in Britain today. The painting that you can see here before you, which was painted in, if I recall rightly, 1863, I think one of the things that's interesting about these paintings is their name often changes across time. So we call it La Ronde Enfantine today in Cambridge, as we are talking about today, but it's had different names both in France and in the UK. It's been very variously called the Glade, or Beneath the Trees at Porte Berthaud, Children Dancing, and so on. And this is quite pertinent because the evidence changes in terms of how it's referred to. The painting came to us in 1951, and I will come back to that in a moment. But just to say that since then, since it was donated to the museum, it has been on public display nearly all the time. As Frank just mentioned, it's not currently on display because of the ongoing process of return, but it has been pretty much on display for 70 years, and it's been lent to exhibitions in the UK, in Germany, in Sweden, in the United States, in Japan, and it was at the big Courbet retrospective at the Grand Palais, not far from here, in 1977. And I simply say that to point out how this is a common example of a painting that can be very well known in public circles and very well known in academic and scholarly circles, but which there isn't a full set of evidence to understand the histories that we now do. So in July 2021, we were contacted by representatives of Pinsent Masons and Molina on behalf of the descendants of Robert Bing, setting out very clearly a set of evidence as to the spoliation of the painting in Paris in the 1940s. And this wasn't evidence that we had to hand. But I thought I'd explain what happened then when we received that claim. So our first thing was to go to our object archives. So for most of our objects, as many as possible, we have detailed object files which record as much information as we have about an object. Sometimes it's very little, sometimes it's very, very comprehensive. This turned out to be a file of something like 19 pages, conservation reports going from the 1950s through the 1970s, every time it went on exhibition abroad, scholarly articles about the painting, correspondence with specialists in France about where Courbet might have been when he painted it, and also information about the donation in 1951. And so it was donated to the museum by someone called Eric Milner White, and it was donated in honor of his father, who had been an alumnus of one of the Cambridge University colleges, Pembroke College. Eric Milner White is quite a well-known figure in England because he was then the Dean of York, a very elevated clerical position in the Church of England, and he donated this work to us, but it was one of 50 paintings he donated across the UK. He also donated works to the Tate and to the Victoria and Albert Museum, for example. 13 of the works came to us, not all at once, and not all by Courbet, none of them others by Courbet, but included this one in 1951. And I think it's also worth stressing that the first catalogue raisonné of Courbet is in 1977. So again, this point that knowledge comes out slowly.
So we had this information and the information that had been provided to us as part of the claim from the family, but we thought, what else can be found out? So our then keeper of paintings, prints and drawings, who'd been in the museum 40 years, she went to Tate, which is the national collection in Britain of modern and contemporary art, both British and international. And the reason she went there is the Tate archive holds the archives of Arthur Tooth and Sons. Now, Arthur Tooth and Sons are were a dealer, an art dealership set up in the 1840s, actually, but they folded. They closed down in the 1970s, and their archive ended up in Tate. And so what was really interesting there is it became clear where he had bought the painting from, which connected with some of the information that had come from the descendants of Robert Bing. I think it's worth stressing how transnational such endeavours are. So as well as being in contact with Courbet scholars to try and find out more, we were also in contact with institutions, including this one here in France, but also in Germany, to try and find out different perspectives. I know the representatives of the Bing family were doing likewise. And this has allowed a partial reconstruction of the history of this painting from Courbet's friend, Etienne Baudry, who he may have been staying with when he painted the work in the 1860s, through a series of intermediate owners until it came, perhaps directly to Robert Bing's family. And then there is a gap sometime after the Second World War before it resurfaces in 1951. And it's really interesting that the first record in the Tooth archive, so this is the dealers that sold it to the person who gave it to the Fitzwilliam Museum, it's interesting there that before acquiring it, they have a record, an attestation as regards the painting by someone called André Schiller, who was also involved in other spoliated works. So these were all information that weren't available to us before we were prompted to look at this through the claim. What happened next? Well, we then took the decision to approach the Spoliation Advisory Panel. And I should stress that neither the museum nor the university is bound to do this. If we were in a national museum in the UK, we would be, but we're not bound to. However, we thought it was the very correct thing to do for two main reasons. One is the Spoliation Advisory Panel is fully independent and can bring together the expertise that we might not have to make a recommendation around the case. But we also knew that as we had agreed internally, this was the same painting that was being talked about, where the evidence went back to this spoliation case in the 1940s. We also knew that if we were going to return it, it would have to be taken through the approvals process within the university. And so having the recommendation of an independent body elsewhere in the UK, we thought would be very helpful in that regard. We had to provide a statement to the panel which summarised some of the information I've just given you, and then that led to the panel doing their work. The report has been published. And I suppose I just want to finish by saying what happens next, because it often might seem like that's the end of the story and the painting can be returned. Unfortunately, the governance is a little bit more complex than that. The recommendation was received, and then what we did was we took it to our museum governing body, which is a subcommittee of the university, who also approved the recommendation of the panel, agreed that it should be returned, and then we had to go through various levels of university approval. And I'll remind you, it's an 800-year-old university, so it's good at committees. And so we had to go to the general board of the university and then to the university council for approval. And it just might be interesting in the context of this discussion for me to outline some of the thinking in those approvals. I will be very quick. I'm just finishing. Yeah. So the university is empowered to make disposals of its assets, and it's difficult for me as a curator to talk about artwork as an asset, but that's how it's seen in legal terms. Either only if it can be directly or indirectly help the charitable purposes of the university, which is education, learning, and research. And we didn't. Our legal advice said we couldn't really make that case. However, there is a dispensation where we feel there might be a moral
moral obligation that there is a route to returning an asset or divesting an asset from the university to someone else. This required an extra level of approval, which is the UK Charity Commission, to approve that us as a charity could transfer a painting for no financial return for reasons of moral obligation. And those arose, not surprising to this audience, because of the circumstances of the seizure in the 1940s, but also because of the panel's recommendation, and also, it has to be said, in line with university ethical procedures and some of the academic debates that are going on around restitution. So I'll just finish up by saying that the state we're at the moment is we have all the necessary approvals within the university, within the UK, and we're currently working with the representatives of the family on the mechanics of the return. And just to say that we as a museum are incredibly happy to have reached this point. Collections are objects, but collections essentially hold networks of relationships together and embody relationships between different people at different periods. And being able to restitute this to the family feels very important and right for us as a museum. Merci. Alors, il nous reste quasiment pas de temps, mais je voudrais... Attendez. Je voudrais quand même qu'on puisse vous entendre, donc Maître Melina Wallman, puisque vous représentez Monsieur Bing qui est à vos côtés, et vous avez participé au lancement, au repérage de ce tableau qui va donc bientôt être restitué, et vous avez aussi participé aux recherches. Peut-être pour introduire une question qu'on va prendre ensuite dans le public, pour ouvrir la discussion. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre point de vue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne une famille dans un processus pareil ? Merci beaucoup. Je pense que le maître mot sur cet accompagnement, c'est d'essayer de donner confiance au maximum à la famille, de leur montrer qu'on est là pour les soutenir. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Monsieur Bing, ne serait-ce même que pour le rassurer de sa présence ici et de sa prise de parole. Donc la ligne directrice, c'est de faire en sorte de les tenir informés régulièrement des échanges que nous avons eus avec le Spoliation Advisory Panel, avec le Fitzwilliam Museum, échanges qui ont été extrêmement fructueux, je dois dire, et je les remercie encore parce que ce qui a été bien dans tout ce processus, c'est qu'on a eu de la visibilité. Et on n'a pas toujours nécessairement dans nos procédures autant de visibilité. Et ce qui m'est apparu assez coopératif en tout cas, et voire même innovant, c'est qu'on avait très souvent des délais dans lesquels nous savions que nous allions avoir un retour. Si le délai n'était pas respecté, on savait pourquoi. On disait voilà, on doit investiguer tel point. Et nous, on participait au travail de recherche à l'aide de Mondex Corporation, qui est la société qui, effectivement, a identifié initialement le tableau. Donc, pour répondre à votre question, c'est un échange entre nous et les familles. C'est un processus qui consiste à les rassurer au quotidien. Et ce travail qui consiste à les rassurer a été simplifié par la coopération du Spoliation Advisory Panel, du gouvernement anglais et effectivement du Fitzwilliam Museum.